Alors, on entend cette expression tout le temps, aux infos, dans les débats. Mais si on vous demandait là tout de suite, expliquer c'est quoi les droits de l'homme? Eh bien, ce n'est pas forcément si simple à résumer, hein. L'idée de ce décryptage aujourd'hui, c'est justement de prendre cette immense idée philosophique et de voir comment elle se transforme en loi ultra concrète qui encadre notre quotidien. Vous allez voir, c'est un sujet vaste, mais à la fin de notre analyse, ça sera limpide. Du coup, on plonge directement dans le vif du sujet avec la question la plus importante, la base de tout. Avant même de parler de tribunaux ou de lois internationales super complexes, il faut se poser 5 minutes et se demander que sont les droits de l'homme fondamentalement? En fait, si on regarde la définition officielle de l'ONU, elle est frappante de simplicité. Ce sont les droits qu'on possède pour une seule et unique raison, parce qu'on existe en tant qu'être humain. C'est tout. Et c'est absolument crucial de comprendre ça. Ce ne sont pas des espèces de privilèges ou des cadeaux que les gouvernements décident de nous accorder. Ils sont inhérents à notre nature. Qu'importe votre nationalité, votre sexe, votre couleur de peau, votre religion ou la langue que vous parlez, ces droits s'appliquent à tout le monde, sans exception. Alors au programme, pour décortiquer tout ça aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter sur cette idée de droit inhérent, ensuite on fera un petit saut dans le temps avec les grands repères historiques, on regardera de près ce que ces textes garantissent vraiment, on parlera de leur côté indivisible, et enfin on finira sur un point très concret, comment on les protège dans la vraie vie. C'est parti. Première étape de notre parcours, cette fameuse philosophie des droits inhérents et universels. Vous connaissez forcément cette phrase, c'est l'article 1 de la Déclaration universelle et c'est un classique. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le droit international? Ça pose une règle d'or, la tolérance zéro pour la discrimination. Toute inégalité qui serait basée sur la religion, l'origine ou le statut social, c'est illégitime. Fin du débat. C'est vraiment le triomphe de l'égale dignité humaine. Bon, on va passer à la suite et regarder comment cette belle philosophie s'est construite au fil du temps. L'évolution historique est super intéressante. En 1789, boum, Révolution française. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen abolit les privilèges de l'Ancien Régime et crée des droits dits naturels. Avance rapide jusqu'en 1948. Le monde est traumatisé par les atrocités de la Seconde Guerre mondiale et l'ONU réagit en adoptant la fameuse Déclaration universelle pour essayer de garantir la paix. Et dans la foulée, dès 1949, le Conseil de l'Europe est créé à Londres pour que ça devienne une réalité applicable sur le sol européen. Et là, il y a une nuance culturelle qui est juste fascinante quand on compare ces vieux textes. Prenez la Déclaration d'indépendance américaine de 1776. Elle met en avant la vie, la liberté et la recherche du bonheur. C'est très optimiste. Mais côté français, en 1789, on zappe complètement cette histoire de bonheur. Les Français se concentrent sur la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. En gros, c'est une vision beaucoup plus défensive, pensée pour protéger les citoyens contre les abus du pouvoir. Allez, on bascule de l'histoire à la pratique. C'est notre troisième point. Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ces textes pour nous protéger? Le cœur du réacteur aujourd'hui, c'est cette déclaration de 1948. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est un juriste français, René Cassin, qui en a rédigé un avant-projet très important. Ce texte, c'est 30 articles fondateurs, ni plus ni moins. Et aujourd'hui encore, ces 30 articles sont le socle absolu de tout le droit international moderne en matière de droits humains. Alors on ne va pas lire les 30 articles un par un, rassurez-vous. Le plus simple, c'est de les classer dans 3 grandes boîtes. D'abord, on a les libertés fondamentales. Le droit à la vie, la liberté de penser, la sécurité. Ensuite, les interdictions absolues. Ce sont les lignes rouges totales, comme l'interdiction de la torture ou de l'esclavage. Et enfin, on a les droits sociaux et économiques, parce que la liberté, ça passe aussi par des trucs très concrets, comme le droit à l'éducation, à la santé et au travail. Et pour que ce soit bien concret, si on zoome sur ces fameuses interdictions absolues, l'article 4 dit clairement qu'on ne peut tenir personne en esclavage ou en servitude. Et l'article 5 interdit purement et simplement la torture ou tout traitement dégradant. Ces lignes, elles ont été écrites avec un but précis, protéger notre dignité contre la barbarie, pour être sûr que les horreurs du passé ne reviennent jamais. On arrive à notre 4e étape, et c'est un concept vraiment génial, l'indivisibilité. L'ONU est ultra claire là-dessus. Les droits de l'homme, ce n'est pas un menu à la carte. C'est un écosystème géant. On ne peut pas profiter à 100% d'en droits si on n'a pas accès aux autres. En clair, si un gouvernement piétine les droits économiques et sociaux, ça va automatiquement détruire les droits civils et politiques. C'est un package, on ne peut pas les séparer. Et on le voit tous les jours dans la vraie vie. Un exemple tout bête. Le droit à un procès équitable. Ça dépend d'abord de votre droit d'avoir une nationalité reconnue. Pareil pour la liberté d'expression. Comment exercer pleinement son droit de donner son opinion politique si on vous a privé du droit social à l'éducation pour comprendre les enjeux? Et bien sûr, difficile d'exercer son droit au travail si le système ne garantit pas votre droit à la santé. Vous voyez, tout est connecté, c'est une chaîne. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière section. C'est super d'avoir de belles idées et de grands textes sur le papier, mais concrètement, qui s'assure qu'on les respecte dans la vraie vie?
C'est là que les traités internationaux entrent en jeu et ils fixent ce qu'on appelle la règle de 3 pour les États. Obligation numéro 1, respecter. L'État ne doit pas venir interférer ou limiter nos droits. Numéro 2, protéger. L'État doit agir comme un bouclier pour nous défendre contre les abus des autres. Et numéro 3, mettre en œuvre. Ça veut dire que l'État doit littéralement se bouger et prendre des mesures positives pour que l'accès à nos droits soit facile au quotidien. Et pour vérifier que les États font bien leur boulot, il y a des mécanismes de contrôle. Au niveau national, prenons la France par exemple, on a la CNCDH. C'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Elle fonctionne sur 3 piliers. Elle est totalement indépendante du gouvernement, ses membres viennent d'horizons très variés pour assurer le pluralisme, et elle fait preuve d'une vigilance absolue pour tirer la sonnette d'alarme au moindre dérapage. Mais le vrai point fort, c'est quand ces efforts nationaux sont bétonnés par des mécanismes régionaux. En Europe, on a la Convention européenne des droits de l'homme, signée en 1950, et là, c'est du sérieux, parce que ce texte est juridiquement contraignant. Il oblige les pays à garantir le droit à la vie, le droit à un procès équitable, la vie privée, et il interdit formellement des trucs comme la détention arbitraire. En gros, c'est la boîte à outils légale qui transforme les grandes promesses de l'ONU en obligations strictes à l'échelle de tout un continent. Alors pour terminer ce décryptage, j'aimerais vous laisser sur un paradoxe. On l'a vu au début, ces droits font partie de nous. Ils sont censés être inhérents à notre existence même. Mais la réalité, c'est qu'ils ne tombent jamais du ciel. On a constamment besoin de déclarations, de juges, d'institutions pour les défendre. Du coup, si ces droits sont censés être si naturels, comment s'assurer collectivement, tous les jours, qu'ils soient respectés pour absolument chaque être humain sur Terre ? Eh bien, c'est une question de vigilance qui ne s'arrête jamais. Et c'est exactement la réflexion qu'il faut garder en tête face aux défis de notre époque.